Bienvenue à cette première édition de l'Érable approfondi. L'Érable approfondi est la réponse de la TVC à ceux et celles qui veulent aller plus loin dans l'information. L'Érable approfondi est fait pour les personnes qui aiment entendre plus de détails sur l'actualité de la MRC de l'Érable et le Centre du Québec. Dans l'Érable en bref, nous partageons l'essentiel de chaque sujet qui vous intéresse. Ici, on va plus loin avec plus de détails. 1 heure d'information développée. Dans cette première émission, on montrera le travail de la céramiste Emmanuelle Lessard avec une technique de cuisson ancestrale dans le parc des Grandes Coulées de Plessisville. L'activité a eu lieu le samedi 16 juillet 2022. Plus récemment, le 10 septembre, a été la journée mondiale de la prévention du suicide. Et pour parler de ce sujet complexe, nous avons invité M. Marc-Antoine Brault, directeur du Centre de prévention du suicide d'Arthabasca-Érable. Commençons par la technique ancestrale de cuisson avec la céramiste Emmanuelle Lessard. On a décidé du côté de la TVC d'aller faire un reportage pour interviewer Emmanuelle Lessard, qui est céramiste et qui va nous montrer l'art ancestral de fabriquer des produits en céramique. Donc, tout ça va fonctionner avec un feu de bois. Alors, j'espère que ça vous intrigue. Nous avons très, très hâte, en tout cas, de la rencontrer et vous donner plus de détails là-dessus. Alors, on est actuellement au parc de la Grande Coulée, du côté de la forêt ancestrale. Mais chose certaine, Emmanuelle Lessard sera avec nous dans quelques instants. Emmanuelle, pour quelle raison on décide de faire une activité au parc ici des Grandes Coulées dans la région? J'ai fait une demande de bourse de recherche et création au CALC. J'ai été acceptée. Je suis contente. Puis c'est dans le cadre de mes recherches. Je vais essayer toutes sortes de techniques de cuisson. Je vais faire du ragoût, de l'enfumage. Je veux essayer, je veux faire du bronze, je veux faire toutes sortes de techniques. Puis aujourd'hui, au parc des Grandes Coulées, c'est eux qui m'ont invitée. Dans le fond, le parc des Grandes Coulées devient mon partenaire pour mon projet de recherche et création, pour montrer aux gens c'est quoi l'enfumage. L'enfumage, dans le fond, c'est que je vais prendre une pièce qui est déjà biscuitée, qui a subi une première cuisson. Puis, je vais l'enfumer dans mes bacs. Ici, j'ai déjà commencé là, à en mettre. J'ai mis des combustibles différents. J'ai du brin de scie, de la paille, des feuilles mortes, toutes sortes de choses que je peux mettre qui vont cuire tranquillement durant la journée. Puis j'ai des bacs aussi qui peuvent durer 2-3 heures, là, qui sont plus rapides pour montrer aux gens. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va venir colorer les pièces dans différentes teintes de gris pâle, allant jusqu'au noir, des fois des teintes de brun aussi. Comme ceux-là ici, ils n'ont pas subi encore d'enfumage. Ceux-là sont toutes blanches encore. Ils ont eu une première cuisson. Après ça, c'est après la cuisson, ça devient enfumé comme ça. Donc on voit des teintes de gris, des teintes plus noires aussi. Puis avec la paille, bien, ça va venir donner des petites lignes de brindilles, ça va venir décorer. Moi, j'ai commencé avec de la sculpture, là, à créer des pièces un peu plus grandes, mais je me suis acheté un tour et un four, puis je suis des cours avec Emmanuelle depuis l'hiver dernier pour apprendre la posture, les techniques de tournage. C'est vraiment juste pour tenter de toucher la terre, là, j'aime bien ça. Puis de voir une méthode ancestrale, ça m'intéresse beaucoup. Si on pense aux premiers hommes qu'il y a eu, même avant d'avoir leur maison, tu sais, ils habitaient dans des grottes, puis les premières pièces qui ont été cuites, c'est dans le feu.
Fait que je trouve que c'est ça, c'est de répéter ça, c'est vraiment intéressant. Oui, Là, j'ai mis du brin de scie, j'ai mis de la paille. Fait que là, j'étais en train de déposer mes pièces. Puis là, la poubelle est haute. Fait que, tu sais, je vais mettre un peu de combustible, je mets des pièces. Après ça, je remets d'autres combustibles, je remets d'autres pièces. Puis jusqu'à temps que ça soit plein. Après ça, je vais venir mettre des petits bouts de bois, du papier journal pour partir le feu. Quand le feu, il va être éteint, là, je vais venir mettre un couvercle comme sur celui-là ici. J'ai mis un couvercle, fait que là, il y a juste la fumée qui se promène puis qui vient teinter les pièces. Moi, j'ai fait la céramique dans les années 80. J'étais à l'atelier Julien, anciennement à Québec, là. Okay. Puis c'était une cuisson plus au gaz qu'électrique. Puis quand j'ai vu cet atelier-là, ben j'étais intéressée à venir voir la technique d'enfumage pour plus de connaissances. Je vais vous montrer un petit peu. Comme là, ici, on voit que les pièces ont commencé à changer de couleur. Oui. Tu disais qu'il y avait des briques au fond. Oui. Après ça, quand mes combustibles ils vont brûler, rendu au fond, il va avoir beaucoup de chaleur qui va être accumulée là. Puis ça peut faire des chocs thermiques puis faire craquer les pièces. Donc c'est pour ça qu'avec la brique, ben là mes pièces sont par-dessus, fait que là la chaleur elle va descendre, puis rendu au fond, il y aura pas de choc thermique, ça va protéger mes pièces. Puis après ça, j'ai mis du brin de scie humide pour quand que la chaleur va descendre, le feu va pouvoir s'éteindre rendu là aussi. Et là, il y a une dame qui a apporté de ses œuvres en plus. Ces pièces sont pas Oui. biscuitées, en fait, donc c'est une expérience qu'elle va faire. C'est ça, on va l'essayer. Tu vas l'expliquer, Emmanuelle? Puis on va laisser les pièces à l'envers aussi pendant la cuisson parce que si il s'accumule trop de chaleur puis le brin de scie trop chaud dedans, Oui. ben là, ça va pouvoir faire craquer les pièces. Puis OK. on veut pas ça, fait qu'on les met à l'envers. Donc, ce matériel est plus fragile? Oui, parce qu'il n'y a pas eu de première cuisson. Moi, mes pièces, ils ont eu une première cuisson, fait que là, on fait une tentative avec ces pièces. Vous aussi, vous avez apporté vos œuvres. Hein? Oui, oui. Est-ce que ça a eu une première cuisson? Oui, biscuit. Oh, c'était, mon Dieu, c'est quoi l'argile qu'on utilise, Emmanuel? La 300. M340. Ouais, c'est un semi-grès. Semi-gris. Ouais. Donc, Tu peux les mettre par-dessus ou on peut mettre dans un autre bac, c'est comme tu veux. J'ai d'autres affaires. Tu voulais-tu mettre de la paille dessus? Ça, c'est des moules que je me suis fabriqué moi-même. J'ai fabriqué ma pièce. Ensuite, j'ai fabriqué mon moule. Puis, je suis venue mettre une barbotine liquide, barbotine de coulage qui est blanche comme ça, comme de la porcelaine. Ben, c'est une barbotine de porcelaine. Puis, sinon, j'ai d'autres argiles comme ça qui deviennent un petit peu plus beige. C'est la même argile que Mélanie a apporté là, ses pièces tantôt. C'est du semi-grès. On voit des petits points dedans. Puis les autres couleurs qu'il y a, comme celui-là ici, ça, c'est parce qu'il y a eu une terre ciselée dessus. Ça fait partie aussi de mes recherches et créations. C'est une formation que j'ai eue avec mon ami Daniel Martineau, qui est à Saint-Norbert. Puis c'est ça, les terres ciselées, dans le fond, c'est un mélange d'argile et de pigments qu'on va mettre dans une grosse cruche avec de l'eau. Puis on va laisser ça plusieurs jours décanter. Puis tout ce qui est la matière qui est accumulée au fond, j'y touche pas. Puis qu'est-ce qui est entre cette matière-là puis l'eau, il va avoir une petite fine couche. Ça, c'est des terres ciselées. C'est de la barbotine d'argile, dans le fond, qui est liquide, qui est fine. Fait que c'est ce qui va faire que les couleurs, ils vont être lisses. Je vais pouvoir venir les polir. Puis ça va venir toute lisse. Puis c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans les techniques de cuisson d'enfumage, justement. Parce que ça fait une teinte. Puis après ça, qui est une argile colorée ou avec des pigments. Puis après ça, avec la fumée, ça va venir rajouter encore de la couleur par-dessus. Fait que ça fait des résultats vraiment intéressants. Avant d'allumer mon feu, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis différents combustibles pour colorer mes pièces. Puis là, je suis venue mettre des boules de papier journal qui vont aider à allumer le feu. Puis après ça, je me fais comme un petit tipi là, avec différents bouts de bois. Fait que là, je vais allumer ça avec la torche. Ce que ça va faire, c'est que ça va brûler. J'attends que tout le feu flambe. Puis quand c'est terminé, qu'il y a juste de la fumée, ben là, je peux venir recouvrir avec une tôle là, mon enfumage pour que ça continue de s'emboucaner sur mes pièces. Donc, je vais partir ça.
Tout au long de la cuisson, si je vois que l'enfumage a envie d'arrêter, ben je reprends ma torche. Je peux le repartir mon feu un petit peu. Puis comme là, lui, je vois qu'on dirait qu'il veut moins boucaner. Je vais aller enlever le dessus. Ça va reprendre. Puis c'est ça. Tout au long de la journée, je vais vérifier là, chaque pièce. J'allais partir autour de quoi, 10 heures? Celui-là, si je voudrais, je pourrais dire il est à mon goût, je le sors. Mais regarde, j'ai mis de la barbotine tantôt dessus. Fait que là, ça l'a séché. Ça va faire des traces que je vais pouvoir nettoyer après. Mais j'ai envie de le laisser là. Mm-hmm. Puis là, ici, ça l'a brûlé vite. Fait que je pourrais venir ajouter soit du brin de scie ou... voyons, j'ai fumé les yeux. Ou de la paille qui va pouvoir s'enflammer, là. Parle-moi un peu de ce projet-là pour Emmanuelle Lessard. Il y a des fonds qui lui ont permis d'offrir aussi cette belle activité. Oui, ben en fait, Emmanuelle est venue nous voir à la MRC parce qu'on aide les gens, les artistes, les acteurs culturels et touristiques à faire des demandes de subventions, des demandes de bourses. Donc, Emmanuelle a eu une bourse du Calque pour pouvoir faire de la recherche. Et ça, c'est dans le fond, on voulait montrer le processus de sa recherche. Donc, c'est tout un tricotage, en fait. Il y a la bourse du Calque. Le Musée du Bronze est venu nous chercher une subvention via l'entente de développement culturel parce qu'Emmanuelle est là tout l'été en résidence d'artiste. Et le parc aussi est venu chercher une somme pour pouvoir présenter Emmanuelle ici. Si on revient ici au secteur de la forêt ancienne, ben c'est un bloc qui contient pratiquement 1000 hectares, donc 2500 acres, pour ceux qui aiment mieux en acres. C'est un très, très grand territoire. On a au-delà d'une dizaine de kilomètres de sentiers ici, là, donc ça part du stationnement en bas. Puis, en général, les sentiers suivent à peu près la magnifique rivière Noire qu'on a juste en avant ici, là, qui est vraiment très belle. Donc, c'est des beaux sentiers, c'est paisible, c'est en forêt, c'est pas beaucoup de dénivelé. Hein? On est dans les basses terres du Saint-Laurent, donc ça devient très, très, très accessible. La principale activité qu'on offre à l'année, c'est la randonnée pédestre puis la raquette en hiver ou la randonnée, parce qu'il passe tellement de monde en raquette que souvent le sentier il vient taper dur en hiver. Mais les 10 km de sentier, c'est ce qui est le plus populaire. En saison estivale, ben on ensemence la rivière Noire. Vu que c'est une rivière qui est de très bonne qualité, on ensemence avec de la truite. Donc, les gens, il y a le parcours de pêche qui est accessible gratuitement. C'est très, très populaire aussi. À l'entrée, là-bas, près du stationnement, ben, on a la piste d'Hébertis, 18 modules d'Hébertis. Donc ça, il n'y a pas un enfant qui peut passer en avant sans la faire aller-retour et plusieurs fois. On reçoit beaucoup de groupes scolaires, des camps de jour qui viennent pour profiter de ça aussi. Et puis, en dernier, là, j'aimerais ça qu'on parle des activités pour cette année. Là, c'est quoi, là, jusqu'à la fin de 2022? Ben, on a une belle programmation d'activités. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus parce que c'est en demande. Ben, tu sais, aujourd'hui, il y a l'activité avec Emmanuelle là, pour l'enfumage de ces pièces de poterie. C'est vraiment magnifique. À l'automne aussi, on a 2 journées où est-ce qu'on fait une visite d'identification des arbres avec un guide naturaliste là, qui est un ingénieur forestier passionné des arbres, Luc Desbiens, qui vient et qui accompagne le groupe en 2 journées pour vraiment apprendre à savoir c'est quelle sorte d'arbre, c'est quoi la différence entre une érable rouge, une érable à sucre, un peuplier à grandes dents, un peuplier baumier. Il y a plein de variétés comme ça. Et aussi, continuons pour les activités, même l'hiver, l'automne. L'automne, c'est ça, il y a l'identification des arbres puis tout, mais en hiver, vraiment, on tombe vraiment en mode randonnée. Randonnée pédestre, randonnée en raquette. Donc, les sentiers ne sont pas entretenus, mais comme on disait, il passe tellement de gens avec les raquettes que souvent le sentier vient dur. Donc, ça devient un sentier de marche hivernale. Puis, il y a le refuge qui est très populaire avec le poêle à bois à l'intérieur. Il y a le rond de feu souvent que les gens allument dehors aussi. Donc, on peut venir pique-niquer en hiver, prendre une pause autour du feu, profiter du refuge. Fait que pour l'instant, c'est les activités qu'on a. Bon, alors Emmanuelle, là, j'aimerais ça qu'on voit un produit comme final, puis où on va l'amener maintenant après la cuisson. Oui, comme celui-là ici, le feu il a baissé pas mal, mais je peux déjà commencer à retirer des pièces, comme celle-là ici. Moi, j'aime bien l'effet que ça l'a fait, qu'il y ait un côté plus blanc. On voit qu'ici, il y a eu des brindilles de paille. Puis l'autre côté, il est foncé. Celle-là, je vais la prendre, puis je vais la porter ici. On va mettre ça sur une tablette de four. C'est des tablettes qui sont habituées à la chaleur. Oui, puis tu m'as parlé de différences de cuisson aussi, hein? L'enfumage, c'est pas une technique de cuisson, c'est vraiment une technique de décor. C'est une pièce qui est déjà cuite. Je vais la reprendre pour vous le montrer. Ça a eu une première cuisson, puis la pièce est refroidie. Puis je vais venir la déposer dans mes bacs, je vais les faire enfumer, puis ça va faire des colorations là, de différentes teintes de gris. Tandis que le raku, je vais aussi biscuiter une pièce comme ça.
Mais ensuite, je vais venir y mettre une glaçure. Puis ensuite, je vais recuire ma pièce dans le four. Puis pendant la cuisson, je vais retirer la pièce là, chaude là, avec des pinces. Là, c'est chaud, c'est orange. Là. Okay. Ah, oui. Puis je vais la déposer soit dans différents combustibles. Il y en a qui mettent ça dans de la paille, il y en a qui mettent ça dans du sable pour venir étouffer le feu. Il y en a qui vont prendre la pièce, qui vont la mettre dans l'eau. Ça va venir faire tressailler aussi la glaçure. Puis ce que ça fait, c'est qu'on appelle ça une cuisson en réduction. C'est que le feu va venir enlever l'oxygène dans la glaçure. C'est ce qui va donner des couleurs vives, comme le rouge, les jaunes vifs, là, qu'on retrouverait pas dans une cuisson traditionnelle. Tandis que le raku, je vais aussi biscuiter une pièce comme ça. Mais ensuite, je vais venir y mettre une glaçure. Puis ensuite, je vais recuire ma pièce dans le four. Puis pendant la cuisson, je vais retirer la pièce là, chaude là, avec des pinces. Là, c'est chaud, c'est orange. Là. Okay. Ah, oui. Puis je vais la déposer soit dans différents combustibles. Il y en a qui mettent ça dans de la paille, il y en a qui mettent ça dans du sable pour venir étouffer le feu. Il y en a qui vont prendre la pièce, qui vont la mettre dans l'eau. Ça va venir faire tressailler aussi la glaçure. Puis ça prend combien d'heures là pour dire que c'est prêt à la vente? C'est difficile à calculer parce que chaque pièce, c'est différent. Quand on commence, là, je dis toujours à mes élèves, c'est normal de prendre 1 heure juste pour tourner la pièce. Je dis toujours à mon client, quand vous faites une commande, ça prend un minimum de 2 à 3 semaines avant que ça soit prêt. Parce que je vais venir tourner la pièce. Après ça, je vais la laisser sur ma tablette. Je vais la laisser durcir un petit peu. Le soir ou le lendemain matin, je vais la tourner de bord. Je vais venir tournasser le pied, signer mon nom, faire des décors si je veux faire des décors. Après ça, je vais la laisser sécher quelques jours. Si c'est une tasse, je peux la laisser sécher presque 2 semaines. Si c'est un petit bol qui n'est pas dense, qui n'a pas rien de fragile, je peux la laisser à l'air libre pendant 3-4 jours. Ça va être correct. Quand la pièce est toute sèche, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité, là, je la laisse sécher au moins 1 semaine, 2 semaines, dépendamment de la pièce. Je vais faire une première cuisson qui est le biscuit. Ça va durer toute une journée, là, autour de 8 heures, je dirais. Puis après ça, je vais laisser refroidir toute une nuit pour pas qu'il y ait de choc thermique. Faut pas que je rouvre mon four tout de suite parce que ça monte à des chaleurs assez hautes. Puis après ça, le lendemain, là, je vais être prête à venir nettoyer mes pièces pour enlever la petite poussière là, de cuisson, pour venir appliquer la glaçure. Puis là, j'émaille toute la journée. Je cuis le lendemain, que c'est des cuissons de 8 à 10 heures, des fois un petit peu plus long, dépendamment si le four il est plein. Ça, faut pas oublier ça quand on achète une pièce, qu'on dit « Ah, c'est cher, hein? C'est dispendieux, la céramique. » Mais il faut pas oublier que c'est beaucoup d'étapes comme ça, beaucoup de cuissons, des émaux qu'on a achetés, hein? On sait que... Puis, beaucoup de travail et de précision parce qu'on mesure les pièces, on mesure l'épaisseur, le format, on veut faire 2 pièces pareilles, beaucoup d'études aussi, là, sans doute. Mais ça, on n'en parle pas. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vendent de vos produits aussi? Avez-vous des boutiques où vous pouvez aller porter oui. J'en ai au Carrefour de l'Érable. C'est un petit coin là pour les artisans. Sinon, j'en ai aussi au Vrac de Choix à Plessisville. J'en ai à la boutique à Victoriaville, les mains filées. Je vends des bols à laine là-bas, des tasses. Okay. Il y a aussi une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir là ce printemps, là, début été, en tout cas là, sur la rue de Notre-Dame au centre-ville, qui s'appelle l'Inspiration. Et maintenant, si vous voulez voir de ses œuvres, je pense que tu as un Facebook, Emmanuelle. C'est pas une page Facebook professionnelle, c'est ma page personnelle à moi, mais je m'en sers un peu comme une page professionnelle, dans le sens que tous mes événements sont là. Il n'y a rien de mieux que de prendre une marche au parc de la Grande Coulée, donc du côté de Plessisville Paroisse, entre autres, pour rencontrer des gens très intéressants. Et ça vient de nous arriver. Et quel bonheur! Nous recevons nul autre que l'artiste Daniel Martineau, qui lui aussi prenait tout simplement une belle marche. Et je vous rappelle qu'il est céramiste, sculpteur également. Bonjour, Monsieur Martineau. Bonjour, Lydia. J'aimerais ça qu'on parle un peu de vous. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est le destin? Ah, écoute, je m'en allais voir mon ami Emmanuel et puis moi, je savais que la TVCA était ici. J'avais vu la voiture dans le stationnement. Et puis, mais je savais pas qui j'allais rencontrer. Quel bonheur de vous voir. Alors, votre métier, là, vous l'avez commencé de quelle manière? Parce qu'Emmanuel vous a cité souvent aussi en entrevue. Oui. Là. J'ai l'habitude de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai tourné mon premier pot à l'âge de 13 ans. Moi, quand j'ai découvert l'argile,
chez mes parents, à Saint-Apollinaire, dans le rang Saint-Lazare, sur la terre de mes parents, il n'y avait pas de glaise. La seule chose qu'on pouvait modeler, c'était de la terre de jardin et du sable. Et quand le frère Adrien Savard m'a mis une motte d'argile dans les mains, moi, je suis tombé en amour avec cette matière. Et je pense que je suis encore plus en amour maintenant. Mais il n'y a pas deux dates à retenir, 1er et 2 octobre. 1er et 2 octobre, journée porte ouverte à mon atelier. C'est la 3e année qu'on le fait. Cette année, j'ai des artistes invités, mes élèves. Je vais commencer par Rénal Gauthier, qui est un artiste peintre et qui va faire des démonstrations de sculpture céramique sur place. Hélène Laplante, qui est une artiste en art visuel, qui va exposer des femmes, un cheval et un loup, peut-être même un orignal, grandeur nature, en fibre de verre. Elle fera également des démonstrations d'enfumage. Et la 3e, Nancy Sanson de Warwick, qui fera des démonstrations de tournage sur place. Sur place, il y aura le chapiteau de 2020 avec mes sculptures, un chapiteau pour Rénal, un pour Hélène et un également pour Nancy, plus un petit chapiteau d'accueil, un préposé au stationnement. On a des toilettes chimiques également. Et tout ça, vous êtes les bienvenus. On est inscrit aux Journées de la culture également. À propos d'Emmanuelle, vous m'avez dit que c'était presque votre relève aussi, hein? Emmanuelle, je la considère actuellement comme la personne qui va recevoir mon héritage céramique. Dans le programme qu'on a à voir actuellement, on a 50 heures à passer ensemble. On va en passer, c'est sûr, plus que ça. On a travaillé une technique qui s'appelle les terres sigillées. C'est très intéressant pour elle. On voit déjà son intérêt à utiliser cette technique-là pour s'exprimer, parce que les techniques du céramiste, c'est son vocabulaire. Si tu sais juste tourner, comment peux-tu exprimer la peine à travers un pot ou la joie? Quand tu sais tourner, tu sais sculpter, tu es capable de cuire, tu es capable de sortir les couleurs, les textures que tu veux, ça te prend un vocabulaire. Et ce vocabulaire-là, c'est des techniques. Et tout ce que je sais, je vais essayer de lui transmettre. Une petite dernière question, M. Daniel Martineau. Vous savez que quand on fait une recette comme genre du bouillon, des patates jaunes, puis un bon mijoté, hein, on peut mettre ça à 350 degrés Celsius, bon, puis la température et tout. Mais quand on fait de la céramique, là, c'est quoi les mesures? On parle en quoi, là? Bon, la plupart des céramistes, lorsqu'on se rencontre, on va se parler en cône. Qu'on appelle également des montres fusibles. C'est des petits morceaux d'argile en forme triangulaire qui font soit 1 pouce ou 3 pouces de haut, qu'on installe dans le four. Le cône est installé comme ça. Et lorsque la température est atteinte, le cône atteint la position horizontale. Par exemple, le cône 4, lorsque la pointe est à l'horizontale, on a atteint la température de 2174 degrés Fahrenheit, soit, si ma mémoire est bonne, 1190 degrés Celsius. Bon, contrairement à la cuisine, la céramique, c'est une montée lente de la température et une fois qu'on a atteint la température, c'est un refroidissement lent. Par exemple, pour les tuiles que j'ai cuites pour le parc Bouchard, il rentrait 36 tuiles par cuisson. 12 heures pour atteindre la température et 36 heures de refroidissement. Donc, c'est un peu comme ça. La première cuisson qu'on appelle la cuisson biscuit, c'est une cuisson qui va se faire à cône 0,8, parce qu'on fait 0,8, 0,7, 0, et quand on arrive à 1, ça monte. 0,8, c'est plus bas que 0,7. Et puis, 0,8, c'est 1742 degrés Fahrenheit, 800 quelques Celsius. OK. Mais il a fallu l'apprendre, ça aussi, hein? Ah oui. C'est ça. Alors, c'est le genre de technique que notre Emmanuelle sait qu'elle va apprendre également par Daniel Martineau. Et cette fois-ci, c'est déjà la conclusion. Alors, Emmanuelle, j'aimerais ça que tu me parles quand même comment tout ça a commencé, là, parce que je sais que tu as un bac aussi, là. Alors, raconte-moi ta belle histoire. Qu'est-ce qui t'a fait arriver à faire de belles œuvres d'art?
Merci. Ben moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, que je suis dans les arts, que j'ai toujours aimé ça. Puis, j'ai fait un bac en arts visuels que j'ai terminé en 2005. Puis, pendant mon bac, là, dans la dernière été ou l'autre d'avant, on a un prof de sculpture qui s'appelle Jean-Paul Martel qui nous a offert aux étudiants qui voulaient participer. Il a dit, on a un vieux four en céramique dans le local de sculpture qui ne sert pas. Ceux que ça leur tente, j'offre un cours de céramique cet été. Vous pouvez venir, je pense qu'on pouvait venir 2 ou 3 jours par semaine. Puis moi puis mon ami, on y allait 5 jours semaine. On aimait trop ça. Une maniaque. Ouais. Puis là, c'est dans un party de fin d'études que je me suis mis à parler avec une fille qu'elle étudiait en joaillerie. Puis je disais, ça serait donc bien le fun, un cours juste en céramique. Puis là, elle m'a dit, ben ça existe. Donc, je suis allée voir sur le site de la Maison des métiers d'art de Québec. Puis c'est là que je suis tombée en amour avec la matière. En faisant mon bac, on faisait aussi des sculptures, des maquettes avec l'argile. Puis j'aimais vraiment ça, travailler l'argile. Puis quand j'ai su qu'on pouvait étudier là-dedans, là, j'étais contente. Oui. Donc, j'ai poursuivi mes études à l'École des métiers d'art là, pendant 3 ans après. J'espère que vous avez apprécié tout ce magnifique paysage, mais également notre invité, Emmanuelle Lessard. Vous avez entendu la céramiste Emmanuelle Lessard avec son maître Daniel Martineau et des participants dans la technique de cuisson de céramique sur feu de bois dans la forêt. Rappelons que M. Martineau offrira des journées de portes ouvertes samedi le 1er octobre et dimanche le 2 octobre dans son atelier à Saint-Norbert d'Arthabasca. Maintenant, on change complètement de sujet pour passer à la prévention du suicide. Quels sont les indices pour penser que quelqu'un veut vouloir s'enlever la vie? Quand et comment demander de l'aide? Et comment assister un membre de la famille? L'entrevue qui suit avec M. Marc-Antoine Brault, directeur du Centre de prévention du suicide d'Arthabasca-Érable, vise à répondre à ces questions et autres. Récemment a lieu la Journée mondiale de la prévention du suicide, plus précisément le 10 septembre. Et pour en connaître davantage sur la thématique, nous avons invité M. Marc-Antoine Brault, le directeur général du Centre de prévention du suicide d'Arthabasca-Érable. Bonjour, M. Brault. Bonjour Marion, ça va très bien vous-même? Oui, merci. C'est quoi votre mission? Oui, bien, le Centre de prévention du suicide d'Arthabasca-Érable, c'est un organisme communautaire qui dessert justement les MRC d'Arthabasca et de l'Érable, donc plus d'une trentaine de municipalités pour presque 100 000 habitants. On existe depuis bientôt 30 ans. Puis notre mission première, c'est vraiment de contribuer à réduire le nombre de décès par suicide sur nos territoires, mais c'est également de réduire le retentissement, donc l'impact qu'un décès par suicide peut avoir sur les personnes survivantes, donc les proches, l'entourage. On sait que le suicide, ça l'affecte pas seulement une seule personne, ni même juste la famille proche. C'est un peu comme si on jetait un caillou dans l'eau. On voit les répercussions que ça peut avoir. Donc, on va travailler auprès des familles, des milieux de vie, de la municipalité, de tout ça pour réduire le retentissement. Donc, comment qu'on fait tout ça, réduire le nombre de décès? Bien, on fait de l'intervention. L'intervention de crise avec les personnes qui ont des idées suicidaires, avec leurs proches. On va faire de la sensibilisation dans les milieux de travail, dans les milieux scolaires. On va faire également des suivis d'accompagnement au niveau du deuil pour nos endeuillés par suicide. Puis on va faire beaucoup de formations. Donc, des formations pour la population, mais des formations aussi pour les professionnels de la santé et des services sociaux pour être mieux en mesure de déceler les signes de détresse puis aussi d'intervenir auprès d'une personne qui a des idées suicidaires. OK. Et justement, le suicide, on sait que c'est parfois un sujet tabou. Donc, selon votre organisation, c'est quoi la définition du suicide? Un suicide, en fait, c'est un acte volontaire commis dans le but de s'enlever la vie, en fait. Au-delà de s'enlever la vie, c'est de mettre fin à des souffrances. La problématique du suicide, c'est une problématique qui est complexe. On va souvent dire qu'elle est multifactorielle. Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est que c'est pas juste une seule chose qui va faire en sorte qu'une personne va penser à s'enlever la vie. Et ces gens-là qui ont des idées suicidaires, qui vivent la détresse, ça se peut qu'ils ne connaissent pas toutes les ressources qui existent. Ça se peut également qu'ils soient dans une trop grande détresse pour aller eux-mêmes demander de l'aide. Donc, on a besoin d'avoir des yeux, des oreilles sur le terrain. Donc, la prévention du suicide, ça peut pas reposer sur une seule personne. Donc, on crée des agents multiplicateurs, on forme des gens, on sensibilise pour que toute notre région, en fait, se mobilise pour prévenir le suicide, qui est un enjeu, en fait, de santé publique. OK. Et puis, est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir accès à vos services? Ça doit fonctionner avec les territoires? Exactement. Tout le monde. En fait, j'allais dire 0-100 ans, généralement plus à partir de 5 ans, jusqu'à toute personne confondue. Notre territoire premier, c'est les MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Par contre, c'est certain que si on a une personne du Saguenay qui nous appelle, on ne ferme pas la porte à personne, donc on prend toutes les demandes de services. La façon d'y avoir accès, les lignes téléphoniques qu'on a, c'est vraiment la porte d'entrée pour nos services. Par la suite,
il va y avoir un intervenant psychosocial professionnel qui va répondre à la demande, qui va l'évaluer. Puis on va offrir le service, en fait, la trajectoire de service en fonction de ses besoins. Ça peut être téléphonique, ça peut être en personne, ça peut être on se déplace dans le milieu. Donc, on regarde pour offrir ce qui convient le mieux à la personne et à sa situation. Et pour le téléphone, justement, on voit qu'il y a plus de contact avec la personne que, mettons, par texto ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi le téléphone? Y a-t-il une raison en particulier? Ben, le téléphone, c'est très pratique, je dirais, parce que nos lignes téléphoniques sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'année. Ça nous permet de rejoindre tout un chacun. Les MRC de l'érable d'Arthabasca, c'est grand comme territoire. Hein. Ça va jusqu'à Kings Falls, ça monte jusqu'à Lister, et ainsi de suite. C'est pas tout le monde qui peuvent se déplacer, qui ont accès à un véhicule ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte que c'est facilitant pour certaines personnes et c'est rapide. Si j'ai une personne qui est en détresse, qui ne va pas bien, ben rapidement, elle peut prendre son téléphone, contacter la ressource, puis pas avoir à faire 40 minutes d'auto pour se rendre à l'endroit pour obtenir des services. Okay. Et on parlait tantôt, mettons, que quelqu'un du Saguenay vous appelle, exemple. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous la prenez en charge ou vous la référez ailleurs? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'au départ, dépendamment de son état, si on a une personne qui est en crise, on va travailler avec elle à réduire la crise, retrouver l'état d'équilibre. Puis par la suite, si ça s'y prête avec la personne, ben ça se peut qu'on va lui référer le centre de prévention du suicide qui est sur son territoire. Parce qu'on est chanceux au Québec, on a ce qu'on appelle le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec qui comporte 27 centres de prévention du suicide qui couvrent tout notre territoire provincial. Donc, à ce moment-là, en référant la personne vers son propre centre de prévention du suicide, c'est aidant pour elle. Parce que moi, je peux pas humainement connaître toutes les ressources qui existent aux quatre coins du Québec, tandis que celui du Saguenay, par exemple, va très bien connaître les ressources de la région. Si l'usager en a besoin, mais va pouvoir faciliter l'accès à ces services-là. Okay. Et quel genre de ressources ou quel genre de soutien vous offrez aux gens qui font appel à vous? Donc, pour les personnes qui ont des idées suicidaires, ça va être des suivis de crise, des suivis court terme également. Donc, suivi de crise, on va parler de toute l'intervention qui va, en fait, l'objectif, c'est de protéger, de sécuriser la personne. Donc, en prévention du suicide, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'approche orientée vers les solutions, qui n'est, faut pas se méprendre, c'est pas on lance des solutions à la personne comme ça, c'est on travaille avec elle, on travaille au niveau de ses forces. Qu'est-ce qui a fonctionné par le passé pour surmonter l'adversité? On va travailler aussi à faire grandir la partie de la personne qui veut vivre. Hein. Quand on parle de détresse suicidaire, on utilise souvent la métaphore de dire que la personne, c'est comme si elle était dans une boîte noire. Donc, elle est dans cette boîte-là, puis tout ce qu'elle voit, c'est ce qui va mal dans sa vie, tous ses problèmes. Elle voit pas qu'il y a un futur qui vaut la peine d'être vécu. Elle voit pas nécessairement toutes les solutions possibles et en fait, ce qu'elle voit, c'est une absence de solution. Donc, la personne, lorsqu'elle a des idées suicidaires, c'est pas de s'enlever la vie qu'elle recherche, c'est de mettre fin à la souffrance. Donc, nous, quand on va travailler auprès d'elle, on veut faire grandir les raisons de vivre. On veut travailler l'ambivalence, hein? Le fait que la personne hésite entre vivre et mourir. Puis on veut regarder avec elle, c'est quoi ses forces? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? On fait du recyclage. Qu'est-ce qui a fonctionné par le passé qu'on peut réutiliser maintenant également? Dans des suivis court terme, moyen terme, c'est plus également, bon, on a résorbé la crise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver plus un état d'équilibre? Qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins bien au niveau psychosocial qu'on peut travailler avec elle? Sinon, on a tous nos services de deuil, donc de l'accompagnement au niveau d'un décès par suicide pour les proches. Et on a nos suivis jeunesse également, donc généralement les 5-13 ans. Là, la problématique est différente. Avec l'enfant, on va travailler beaucoup avec les milieux, avec la famille, le milieu scolaire. On a besoin vraiment de travailler en continuité avec ces réseaux-là, parce que souvent, l'enfant qui a des idées suicidaires, on va dire qu'il va être en réaction par rapport à son environnement. On utilise la métaphore du canari des mines. C'est le petit canari qu'ils utilisaient dans les mines anciennement pour savoir s'il y avait des fuites de gaz qui pouvaient mettre leur vie en danger, parce que le canari des mines est très sensible à son environnement. L'enfant, c'est un peu ça. Il est hyper sensible à son environnement. Et s'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien à ce niveau-là, ben, peut vivre de la détresse. Ça peut se manifester par des idées suicidaires. Donc, on essaie de voir le positif dans tout ça. Exactement, en fait. Et est-ce que vous faites affaire avec d'autres organisations, exemple peut-être le CLSC ou... Oui, effectivement. Je dirais qu'on travaille souvent de très près avec plusieurs organisations de la région. Le réseau de la santé, des services sociaux, donc que ce soit les CLSC, l'Hôtel Dieu d'Arthabasca, les groupes médecine familiale,
Même tout ce qui est psychothérapeute, travailleurs sociaux privés, on va collaborer avec eux étroitement. On va collaborer aussi avec plusieurs autres organismes communautaires, que ce soit les maisons d'hébergement, la Volte-Face, par exemple, pour la violence conjugale, ou des organismes en santé mentale, comme l'Entrain, ainsi de suite, le Réverbère en hébergement. Parce que justement, la problématique du suicide, c'est multifactoriel, donc ça prend plusieurs personnes autour d'un usager. Donc nous, plus on a de gens mobilisés autour, bien, plus la personne, il y a un filet de sécurité qui va être important autour d'elle. Donc, dans votre centre, vous avez combien d'employés? On est 6 employés actuellement. Donc, moi, la direction. J'ai également un coordonnateur clinique, en fait, qui va s'assurer au niveau de la prestation de service que tout roule bien, va faire de la supervision d'équipe également. J'ai 2 intervenantes psychosociales, vraiment, qui vont s'assurer des interventions téléphoniques, qui vont s'assurer des suivis. J'ai un responsable au niveau des endeuillés par suicide, qui va être vraiment spécialisé dans l'accompagnement. Puis, j'ai une responsable du développement communautaire et philanthropique qui va faire justement des projets de sensibilisation. Puis, on se le cachera pas aussi, qui va travailler au niveau de la levée de fonds. Parce que c'est tout le temps l'enjeu principal au niveau des organismes communautaires, le financement. Ça l'est d'autant plus dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte d'inflation sans précédent. On sait qu'il y a eu un sous-financement historique quand même là, au cours des dernières années. Puis là, ça crée vraiment un fossé énorme entre le milieu public, le milieu communautaire et le milieu privé. Donc, on a besoin de lever des fonds si on veut survivre, tout simplement. Puis, comment on fait ça pour lever des fonds? Pour lever des fonds, ben, on a une population qui est très, très, très sensibilisée à la prévention du suicide, Arthabasca Érable. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire des dons en général comme ça, qui vont envoyer des chèques, vont faire des dons en ligne en passant par nos plateformes. Sinon, c'est en s'associant à certains événements. Par exemple, par le passé, pré-COVID, on avait notre activité bénéfice annuelle où on faisait une soirée vraiment qui avait pour but de récolter des fonds. On a aussi plusieurs personnes qui font ce qu'on appelle des mobilisations citoyennes. Donc, ils nous appellent puis ils me disent « Marc-Antoine, j'aimerais ça, lever des fonds pour la prévention du suicide. Par exemple, je vais faire une course. Donc, est-ce que tu acceptes que je lève des fonds pour ton organisation? » Donc, il y a plein de gens comme ça qui se mobilisent pour contribuer à la prévention du suicide sur le territoire. Donc c'est vraiment la population là, qui embarque là-dedans. Effectivement, parce que tu sais, tout organisme communautaire, nous du moins, on est financé en partie par le réseau public, là, tu sais, les subventions aux organismes communautaires, mais ça finance pas 100%. Tu sais, moi, ça paye même pas ma main-d'œuvre. Donc, il faut qu'on aille chercher le reste. Là. On sait que les besoins sont croissants aussi depuis les dernières années. Si on regarde pré-pandémie, post-pandémie, on a eu une augmentation d'à peu près 17%, nous, de nos interventions. Mais j'ai pas eu une augmentation de 17% de mon nombre d'employés, par contre. Fait, on travaille fort. Pour équilibrer tout ça. Là. Exactement. Et tantôt, vous me parliez que vous faisiez un peu de sensibilisation dans les écoles ou quoi que ce soit. Vous faites des présentations. Comment ça fonctionne? Dans les écoles, on est moins dans des présentations, mais dans les milieux, admettons, des sensibilisations, on va aller donner souvent ce qu'on appelle la formation Sentinelle, Agir en Sentinelle pour la prévention du suicide, qui est une formation d'une journée, 7 heures pour monsieur, madame, tout le monde, qui ont pour désir d'avoir un rôle un peu plus actif en prévention du suicide. Donc, on les sensibilise à reconnaître les indices de détresse, à rentrer en contact avec une personne potentiellement suicidaire, à valider si elle pense au suicide, puis à faire le pont également avec les ressources qui existent. Okay. Donc, on sensibilise vraiment les gens comme ça. Dans les écoles, on va sensibiliser beaucoup le personnel également. Donc, on donne la formation à ce niveau-là. C'est quoi qui peut nous donner un indice qu'un jeune pourrait être en détresse? Comment qu'on intervient auprès d'un jeune? Comment qu'on valide ça avec le parent? Et ainsi de suite. Et si vous répondez à ces questions, justement-là, comment on voit que quelqu'un a des problématiques, des idées suicidaires ou quoi que ce soit? Comment on voit ça? Écoute, il existe plusieurs signes de détresse qui sont assez généraux. Je dirais à la base, il y a une question d'instinct. On le sait quand il y a un de nos proches qui va moins bien ou qui peut vivre un événement particulièrement difficile. Hein? Il vit un divorce, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, une situation économique qui est précaire. Donc, quand une personne de notre entourage vit des gros événements comme ça, puis qu'on voit que ça l'affecte, ben d'aller vers lui, de l'approcher, d'aller valider si la détresse qu'il vit actuellement, sa situation, ça peut y amener à penser au suicide. Sinon, dans les indices de détresse plus généraux, je te dirais, un changement de comportement. Hein? On connaît les gens qu'on côtoie. Donc, une personne qui est très extravertie, qui participe au 5 à 7, qui amène tout le temps des muffins pour l'équipe, puis
Du jour au lendemain, vit une situation difficile, contexte de rupture amoureuse avec enjeux légaux au niveau de la garde des enfants, qui là s'isole de plus en plus, participe pas aux réunions, aux activités d'équipe, arrive en retard le matin, pleure dans les pauses. T'sais, on voit qu'il y a un changement de comportement. Ben à ce moment-là, ça devrait nous inquiéter. On le remarque. Puis l'important, c'est d'aller vers la personne, en fait. Il y a un mythe qui a la peau dure, qui perdure encore, puis on travaille fort à le briser. Un mythe qui dit faut pas poser la question à quelqu'un s'il pense au suicide, parce qu'on pourrait lui donner l'idée. Hein? C'est comme si je vous disais, Marion, est-ce que vous pensez au suicide? Puis là, vous me répondriez, ben non, mais là que tu m'en parles, ça me donne l'idée. C'est totalement faux. Mieux vaut poser la question, en fait. On va appeler un chat, puis par la suite, on va être beaucoup plus en mesure d'aider la personne puis de la référer au bon endroit. Puis, comment on aborde ce sujet-là avec les gens? Je dirais qu'il y a quelques catégories. Tu sais, avec les gens en général, il y a un lourd passé en lien avec le suicide, en lien avec la religion, la législation. Même si on recule de 100 ans, le suicide, c'est un acte qui a été criminalisé. On pouvait en fait avoir des sentences pour avoir tenté de mettre fin à ses jours. Donc, ça marque les esprits, ça marque les générations. Je dirais que c'est en répétant un message très simple. Hein. Parler du suicide, ça sauve des vies. C'est pas en faisant comme si ça n'existait pas que ça va disparaître miraculeusement. Faut en parler. Quand on souffre, instinctivement, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se replie sur lui-même. Hein? Quand on a mal, là, juste on se cogne le petit orteil sur une table, là, on s'isole. Une personne qui vit énormément de détresse, qui pense à s'enlever la vie, va s'isoler également. Faut aller vers elle. L'aider à sortir de cette boîte noire-là. Si on n'en parle pas, mais cette personne-là, c'est de contribuer à cette stigmatisation-là. Elle va se dire, ben je peux pas en parler, c'est tabou. Donc, on le répète haut et fort. On crée des agents multiplicateurs en prévention du suicide. On forme dans les milieux à poser la question, à faire du dépistage aussi. On n'attendra pas de voir 52 indices de détresse. Dès qu'on a un doute, on pose la question. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller vers la personne. D'aller vers la personne, puis d'en parler. Ça sauve des vies. Et aussi de la référer à votre centre. Également. Et ça l'arrive. On n'est pas tous intervenants. Hein? Il y en a que c'est notre métier, mais il y en a d'autres que on ne sait pas comment on aborde ça avec une personne. On offre des services aux proches. Les profs peuvent toujours nous appeler. Ah, je m'inquiète pour ma sœur, mon beau-frère. Comment j'aborde ça avec lui? On peut les aider, créer un plan d'action sur comment on va faire ça pour justement les supporter dans ça, c'est qui est très difficile aussi. Là. Et vous me parliez récemment que vous aviez une équipe, disons, qui était vos yeux et vos oreilles sur le terrain. C'est des gens qui sont formés? Effectivement, c'est nos sentinelles. Parce que on est 6 pour couvrir 100 000 habitants. On a tout le réseau de la santé puis les autres organismes communautaires qui font du repérage puis du dépistage aussi. Mais vraiment, dans les entreprises, dans les écoles, dans les familles, ben on n'a pas de micro ni de caméra pour dépister. Donc, nos sentinelles en prévention du suicide qu'on a formés, ça va être eux, nos yeux et nos oreilles. C'est un peu ça aussi, la sentinelle. Si on regarde l'origine du mot, mais c'est la personne qui lance l'alerte, hein, qui va tirer le signal d'alarme. Donc, la sentinelle, lorsqu'elle dépiste quelqu'un, le met en contact avec nos services. Puis là, on va pouvoir accompagner cette personne-là. Donc, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui font ça. Monsieur, madame, tout le monde, de 18 ans et plus. On demande que ce soit des personnes majeures parce que c'est quand même un rôle délicat. Hein, d'aller dépister des idées suicidaires chez quelqu'un. On veut que la personne soit assez solide pour pouvoir la référer aussi vers les ressources. Donc, monsieur, madame, tout le monde, majeurs, qui ont envie de jouer ce rôle-là. Et selon vos statistiques, c'est quoi les âges exactement de suicide ou peut-être juste d'idées suicidaires? À quel âge ça commence? À quel âge ça commence? Bien, malheureusement, ça peut commencer très, très jeune. Dans nos historiques d'intervention, on peut voir des idées suicidaires chez les enfants dès 5, 6, 7 ans. On en voit plus qu'avant au niveau des enfants. Ça, c'est assez alarmant. Il y a plusieurs études également qui ont sorti, notamment le dernier rapport de l'Institut national de santé publique du Québec qui disait qu'il y avait une augmentation des visites à l'urgence chez les adolescents, des tentatives de suicide chez les adolescents et les adolescentes. Mais on le voit également chez les plus jeunes enfants. Au niveau du gros bassin d'idéation suicidaire, on va parler du 40-60 ans en termes de nombre. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs hypothèses, mais c'est une tranche d'âge où il peut arriver plusieurs bouleversements dans une vie. Hein? Admettons, j'ai 50 ans et je suis marié depuis 20 ans.
j'ai une rupture amoureuse. Ça vient vraiment déboussoler, déséquilibrer ma vie. Je m'identifie comme un conjoint, comme un père, là, du jour au lendemain, j'ai ça qui part, ça se peut que j'aie des enjeux de garde d'enfants, que j'ai un stress financier en lien avec des pensions et ainsi de suite. Donc, je dois m'adapter à une situation qui est très, très, très difficile. Puis l'humain n'aime pas le changement, à la base. Sinon, il y a aussi de plus en plus ce qu'on voit à ne pas minimiser, c'est la détresse psychologique chez nos aînés. Hein? Il y a moins de décès par suicide, mais il y a beaucoup d'idéation suicidaire et de détresse, d'autant plus avec les 2 dernières années qu'on a vécu, tout l'isolement qu'il y a eu dans les CHSLD, les centres de soins longue durée. La famille était moins présente en lien avec les restrictions. Donc, en fait, je suis en train de décrire tous les groupes d'âge. Le suicide, ça peut affecter n'importe qui. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? Le travail, les réseaux sociaux, les relations amoureuses? Ou oui, qu'est-ce qui peut... Quand on parle de provoquer, je mets juste un petit bémol, on va dire souvent que c'est multifactoriel. C'est pas une seule chose qui va faire en sorte qu'une personne va développer des idées suicidaires, mais ça peut être un agencement de plusieurs choses. Admettons que moi, déjà au travail, ça va moins bien. J'ai un nouveau supérieur, ils ont commencé à faire des licenciements majeurs. T'sais, on est dans un contexte économique, on se demande si on s'en va en récession, on envoie de ça, des licenciements. Donc, ça va moins bien au travail. Je pense que je peux me faire licencier. Ma mère est en stade 4 d'un cancer. Je pense que je vais la perdre bientôt, par exemple. Donc, déjà là, j'ai des choses qui me déséquilibrent dans ma vie. Puis, du jour au lendemain, ma conjointe m'annonce qu'elle me quitte, qu'elle va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est un événement qu'on va appeler un événement déclencheur. Hein. C'est un moment critique. Mon verre était déjà plein. Puis là, c'est la goutte qui peut venir le faire déborder. Les ruptures amoureuses, c'est souvent quelque chose qu'on va voir comme élément déclencheur, comme goutte qui va faire déborder, surtout chez nos hommes. Nos hommes qui, parfois, vont avoir un portrait typique masculin. Hein. Pourquoi? Parce que les hommes, leur conjointe, c'est pas juste leur conjointe, ça devient leur amie, ça devient leur confidente. Hein, les études le disent, les femmes vont continuer, même s'ils sont en relation, à maintenir des relations amicales puis à se confier à leurs proches. Les hommes, vont moins investir les relations amicales pour investir beaucoup la conjointe. Donc, l'homme, lorsqu'il se sépare, perd son amante, sa confidente, son ami également. Donc, ça peut avoir un retentissement encore plus important. Là. Mais sinon, on peut penser à tout ce qui peut chambouler une vie, tout simplement. Le décès d'une personne proche, subi. Tu sais, mettons que je m'en vais aux Zoo-de-Granby avec ma famille, on a un accident d'auto, tout le monde décède sauf moi. Ça peut être très, très traumatique. Des pertes d'emploi, des situations qui, justement, viennent me fragiliser comme personne. Et aussi, vous me parliez qu'il y avait 3 points, justement. Est-ce que vous pouvez me les expliquer? Oui, c'est les crises qu'on avait parlé, je crois. On va parler souvent de des crises psychosociales. Donc, une crise qui va affecter mon fonctionnement dans mon environnement social. Donc, justement, une rupture amoureuse, une perte d'emploi. Je fonctionnais d'une certaine façon hier, mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé dans mon environnement de proximité, donc je dois m'adapter à ça avec toute la détresse que ça l'amène. Il y a les crises psychotraumatiques, donc il se passe quelque chose d'affreux. Je prends l'exemple du Zoo-de-Granby, je perds mes proches dans un accident d'auto. C'est un trauma, en fait. Je peux même développer ce qu'on peut appeler un syndrome de stress post-traumatique, donc avoir toutes sortes de symptômes qui rendent ma vie très, très difficile au jour le jour, et ça peut créer des crises très aiguës. Finalement, on a les crises qu'on appelle psychopathologiques, où on a des personnes qui sont déjà à la base aux prises avec des enjeux multiples de santé mentale et qui ont peut-être moins d'habileté d'adaptation, de coping à la base, parce qu'ils sont un petit peu plus fragilisés, que là, les événements de la vie courante peuvent plus rapidement les mettre en crise. Okay. Donc, c'est les 3 sous-types qu'on voit le plus là, en termes de crise suicidaire. Et puis, pendant vos services, justement, au centre de prévention, vous avez dû voir des événements positifs comme négatifs aussi. Avec toute cette expérience-là, ce bagage que vous avez, comment vous avez pu améliorer le centre? Je dirais que ce qui était le plus triste par le passé, là, je recule de plusieurs années, c'était que les services étaient parfois assez compartimentés. Hein? Les organismes communautaires, c'était des organismes communautaires, le réseau, c'était le réseau, et ainsi de suite. Donc, il y avait un petit peu plus de cloison. Avec les années,
on s'est assis tout le monde ensemble pour créer ce qu'on appelle des trajectoires. On a créé une trajectoire pour le Centre du Québec, vraiment spécialisée avec le CIUS de la Mauricie du Centre du Québec, avec tous les partenaires, pour faire en sorte qu'on se parle plus, on connaît nos services, on collabore ensemble. Ça l'a amené à des actions très, très concrètes. Par exemple, dès qu'une personne se présente à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, soit parce qu'elle a fait une tentative de suicide, soit parce qu'elle a des idées suicidaires, bien automatiquement, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, leur équipe, vont faire une référence à notre organisation, si l'usager accepte. Nos services sont volontaires, on n'oblige pas personne. Donc, ça fait en sorte que la personne, lorsqu'elle quitte l'hôpital, bien, elle tombe pas dans un trou de service entre deux chaises en attendant une tierce personne. Ça fait en sorte qu'on peut faire la prise en charge. Donc, le filet de sécurité, justement, qu'on parle en prévention du suicide, c'est de dire, il y a combien de personnes mobilisées autour de notre personne suicidaire qui est là pour l'aider. Donc, plus on est de gens, plus on vient solidifier notre filet de sécurité, plus c'est aidant pour la personne. Donc ça a fait une amélioration manifeste, là, vraiment de pouvoir être présent dès que la personne va quitter le milieu hospitalier, par exemple. Donc, y a-t-il une différence entre le suicide et l'aide médicale à mourir? On s'entend que ça se ressemble un petit peu. Oui. Très bonne question. Un peu épineuse. Je vais essayer d'y répondre. Premièrement, on a cette impression-là de ressemblance parce que souvent, l'aide médicale à mourir, on va parler de suicide assisté, ce qui est plus ou moins ça. T'sais. L'aide médicale à mourir, en fait, ça remonte en 2015 au Canada, l'arrêt Carter. Faut comprendre que c'est un acte, c'est un soin qu'on offre à une personne dans le but de lui permettre de terminer sa vie avec dignité. La différence entre l'aide médicale à mourir et le suicide réside souvent dans deux choses. Premièrement, dans un cas d'aide médicale à mourir, on va parler il n'y a pas de possibilité de guérison. Hein? La maladie est incurable. Donc, une personne, par exemple, qui a une sclérose en plaques, celle-là à un stade très, très, très avancé, qui n'a pas de possibilité de guérison. On sait que la personne va décéder dans un proche avenir, dans les prochaines semaines, et elle vit avec des douleurs intolérables qu'on ne peut soulager avec la médication nécessairement. Donc, une personne qui serait dans cette situation-là pourrait choisir l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses jours, pour terminer sa vie dans la dignité au moment qu'elle le désire, entourée de sa famille, pendant qu'elle le peut encore, avant d'être dans un état qui soit trop sévère. Au niveau du suicide, la très, très, très grande, pour ne pas dire la totalité, des décès par suicide, c'est en lien, comme je disais tout à l'heure, avec des crises. Hein? La personne va vivre une situation atroce dans sa vie qui va lui apporter beaucoup de souffrance. Je suis pas en train de minimiser sa souffrance par rapport à une problématique de santé physique, pas du tout. Mais on n'a pas cette notion-là d'incurabilité. Hein? La personne qui vit cette détresse-là, sur le coup, elle est dans sa boîte noire et elle pense que la détresse, la souffrance, elle est permanente. Elle ne voit pas de solution, d'alternative et a de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Mais une personne qui vit une rupture amoureuse, une perte d'emploi, une situation financière instable, il y a un futur. Il y a de l'aide qui est possible. On n'a pas tout tenté. Donc, ça, c'est une des premières choses, la différence. La deuxième, entre les deux, on parle de l'habilité à consentir hein, aussi. L'aide médicale à mourir, il faut qu'il y ait une évaluation qui soit faite avec la personne par un professionnel qui dit qu'elle est apte à prendre cette décision-là. Dans un contexte d'idées suicidaires, hein, de détresse, bien, souvent, il y a des symptômes dépressifs. On sait qu'avec la dépression, ça affecte la cognition, la capacité de l'humain à raisonner adéquatement. Donc, souvent, on va dire aux gens qui vivent des dépressions, qui vivent beaucoup de détresse, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions dans votre vie, hein, parce que vous êtes dans un contexte vulnérable. Là, dans le suicide, ça se produit dans un contexte la personne est vulnérable, elle ne voit pas comme à l'habitude, si on veut. Okay. Donc, il y a une différence à ce niveau-là également. Une dernière chose que je dirais aussi, dans un contexte d'aide médicale à mourir, souvent la famille va être avisée. Hein? La personne qui va avoir le soin d'aide médicale à mourir va être entourée de ses proches, va pouvoir dire au revoir. L'entourage, souvent aussi, va avoir pu commencer à faire des petits pas dans leur vécu de leur deuil parce qu'ils voient la personne qui est malade, que son état se détériore. Dans un contexte de suicide, ça crée une bombe, tout simplement. Les proches ne peuvent pas dire au revoir, les proches ne s'y attendent pas. Ça vient créer des traumas familiaux, comme ça.
Donc, c'est la différence. Maintenant, en ce moment, il y a plusieurs débats par rapport à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles de santé mentaux. J'embarquerai pas là-dedans parce que ça crée beaucoup de vagues, là, mais effectivement, c'est des sujets qui sont d'actualité, délicats, mais on n'a pas le choix de les adresser comme société. Est-ce que vous avez un message à offrir aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, tout simplement, n'attendez pas. Si ça va pas bien. Au même principe que si vous aviez une toux qui dure depuis un mois, vous iriez consulter. Attendez pas que ça dure des semaines et des semaines et des semaines, votre détresse. Il faut traiter la santé psychologique au même titre qu'on traite la santé physique. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez faire le 819-751-2205 pour la région d'Arthabasca, le 819-362-8581 pour la région de l'Érable. Donc, prenez soin de vous. Contactez-nous. Donc là, si on résume, l'important, c'est vraiment d'en parler, d'aller vers les gens qui seraient peut-être en difficulté, vous référer à vous, justement. Donc, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment une belle entrevue. On a exploré tous les volets, justement, de ce sujet-là. Donc, merci d'être venu. Mais merci de m'avoir reçu, ça m'a fait plaisir. Pour la thématique difficile du suicide, rappelons-nous que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de demander de l'aide. La ligne de prévention du suicide est ouverte 24 heures sur 24 au 1-866-277-3553. Pour les activités du parc des Grandes Coulées de Plessisville, prenez note que mercredi le 28 septembre et samedi le 1er octobre aura lieu une sortie éducative pour identifier les différents types d'arbres dans la forêt du parc. Pour faire un survol de l'actualité de notre région, nous vous invitons à regarder nos émissions Érable en bref et Érable en bref 2. Et pour plus de développement de nouvelles, nous vous attendons ici à l'Érable approfondi la semaine prochaine.